plus de 60 000 hommes. Einsatzgruppen, bataillon de police, unité de la Waffen-SS, milices auxiliaires de police locale sont impliqués dans l'assassinat en masse des Juifs. Il s'agit d'une immense force destinée à tuer. Et c'est pour cette raison qu'ils sont parvenus à tuer près d'1 million de Juifs en quelques mois. Et c'était parce que les Juifs n'avaient nulle part où se cacher. La foudroyante avancée des troupes allemandes les avait pris au piège. C'était aussi facile que de capturer des poissons dans un aquarium. Et c'était parce que les Juifs n'avaient nulle part où se cacher. Et c'était parce que les Juifs n'avaient nulle part où se cacher. Adolf Hitler avait prévenu ses généraux. La guerre contre l'Union soviétique sera d'une nature spéciale, différente de toutes les campagnes antérieures. Les tâches spéciales avaient été supervisées par Himmler, qui avait les pleins pouvoirs en Russie, ordonnant l'extermination de tous les Juifs, femmes et enfants, du nourrisson au vieillard. Marquant la fin des réflexions antérieures, le génocide des Juifs d'Union soviétique par centaines de milliers constitua la première étape de la solution finale, le programme nazi d'extermination de tous les Juifs d'Europe. Dès septembre 1941, plus de 60 000 hommes. Einsatzgruppen, bataillon de police, unité de la Waffen-SS, milices auxiliaires de police locale sont impliqués dans l'assassinat en masse des Juifs. Il s'agit d'une immense force destinée à tuer. Et c'est pour cette raison qu'ils sont parvenus à tuer près d'1 million de Juifs en quelques mois. Et c'était parce que les Juifs n'avaient nulle part où se cacher. La foudroyante avancée des troupes allemandes les avait pris au piège. C'était aussi facile que de capturer des poissons dans un aquarium. Ils ont découvert qu'ils pouvaient recruter et utiliser les populations locales pour faire une partie du travail. C'était crucial comme main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier que les Einsatzgruppen n'étaient que 3000. Si vous les éparpillez de la mer Noire à la mer Baltique, 3000 hommes ne sont pas en mesure de tuer beaucoup de monde. C'est en y incorporant la police auxiliaire locale qu'ils ont enfin eu la main-d'œuvre nécessaire. Sans l'aide de ces bénévoles, les Einsatzgruppen n'auraient jamais été capables d'exterminer plus d'1,5 million de Juifs en Union soviétique en si peu de temps. Lorsqu'Hitler a décidé que les Juifs de nationalité allemande allaient être déportés d'Allemagne et d'Autriche, le processus de déportation était déjà bien rodé. Il était au point. Eichmann avait maintenant une grande expérience sur la façon d'expédier des populations vers la Pologne, déporter des gens d'Allemagne vers la France. Il savait aussi qu'il était primordial pour le Reich que tous les biens des Juifs soient saisis. Et lorsque les Juifs ont été déportés, la plupart des non-Juifs sont restés silencieux. C'est quand même fou. On n'en trouve même pas une trace dans leurs journaux intimes. Il y a très peu de gens qui ont noté que l'on venait chercher leurs voisins juifs. Dès qu'ils franchissaient la frontière, tout ce qu'ils possédaient devenait propriété de l'État. C'était un processus systématique de pillage, de spoliation, de vol, qui avait déjà cours depuis 1936 ou 1937. On l'appelait parfois arianisation. En réalité, c'était simplement du vol. Les Juifs étaient dévalisés avant d'être déportés ou assassinés. Le précédent projet, résoudre la question juive en chassant les Juifs ailleurs, peu importe combien seront tués lors de ce processus, était encore une politique d'expulsion. Il est remplacé maintenant par une vision complètement différente. Nous verrouillons toutes les portes et nous gardons les Juifs ici parce que ce que nous voulons, c'est les tuer tous. Et nous en tuerons le plus grand nombre possible. Hitler pousse Himmler et Heydrich à entreprendre une étude de faisabilité en vue de la liquidation des Juifs d'Europe. Il approuve leur proposition de déportation massive vers des centres de tuerie en Pologne. Pour la première fois, il s'exprime avec une clarté rare chez lui, lorsqu'il s'agit d'ordonner une radicalisation de la politique anti-juive. Fin 1941, des centaines de milliers de Juifs soviétiques avaient été tués, mais les assassinats de masse n'avaient pas encore commencé en Pologne. Les nazis commençaient à se demander comment résoudre la question juive en Pologne. En Union soviétique, les gens étaient massacrés par balles.
On ne pouvait plus procéder ainsi. Pour tuer encore plus massivement, il fallait trouver une autre méthode. Les nazis assassinaient en envoyant les tueurs vers les victimes. Ils les tuaient par balles, un par un, ville après ville, village après village, hameau après hameau. Cela a créé des problèmes aux nazis, des problèmes majeurs. Ils ne pouvaient pas le faire par fusillade. Vous ne pouvez pas aligner des Juifs au bord d'une rivière, les abattre et vous retrouver avec des cadavres flottant vers la mer. L'idée d'exterminer en utilisant le gaz vient de là. Ils ont commencé à préparer plusieurs voitures fonctionnant au gaz. Un véhicule fermé fut camouflé en ambulance. Le pot d'échappement était branché à l'intérieur et le moteur envoyait le monoxyde de carbone dans la voiture. À la fin de 1941, sur tout le territoire soviétique, ils ont commencé à utiliser ces voitures à gaz et les gens à l'intérieur mouraient. Les camions à gaz, où on injectait les gaz d'échappement dans un espace hermétique avec des gens à l'intérieur, se sont très vite révélés peu pratiques en Union soviétique. L'action Reinhardt était le nom de code du plan allemand d'extermination des 2 millions de Juifs résidant sur le territoire de la Pologne occupée par l'Allemagne. Elle va faire entrer le génocide juif dans une phase industrielle, avec l'ouverture des sites de mise à mort immédiate à grande échelle. La construction des camps d'extermination a été décidée en 1941, peu de temps après l'ordre de la déportation des Juifs allemands à l'Est. C'est la première grande étape de ce que les nazis appellent la solution finale de la question juive. Le tournant majeur dans l'Holocauste, c'est le moment où ils sont passés des unités d'assassinat mobiles au camp de la mort. Désormais, ce sont les victimes qui se déplaceront et les lieux où ils seront assassinés qui seront fixes. Ce qui a permis de rendre les victimes mobiles, ce sont les chemins de fer, les wagons, les trains. Et ce qui a rendu les centres d'assassinat fixes, c'est la construction des camps de la mort et de leurs chambres à gaz. Et cela a conduit à la décision de construire Belzec, qui sera le premier camp fixe à utiliser le monoxyde de carbone. On a commencé à créer le camp de Sobibor, dans la région de Lublin, puis le camp de Treblinka. L'action Reinhardt, l'extermination des Juifs du gouvernement général de Pologne, avait à sa disposition ces 3 camps, Belzec, Sobibor et Treblinka. Pour des raisons de logistique, ils voulaient des camps proches des ghettos afin de réduire le temps de trajet. Treblinka a été construit tout près de Varsovie, Chelmno à proximité de Lodz. Quant à Belzec et Sobibor, ils étaient en Galicie, où vivaient un demi-million de Juifs. Le trajet en train entre le ghetto et le camp de la mort devait être le plus court possible. Ils ont donc construit des camps près de ce qu'ils considéraient comme les lieux de forte concentration de population juive. On pouvait construire ces petits camps très rapidement. Ils ne nécessitaient pas beaucoup de matériaux. Un train pouvait faire l'aller-retour de Varsovie à Treblinka dans la même journée. C'était l'équivalent d'une navette. Pour toutes ces raisons, c'était très pratique d'avoir une série de petits camps. Ils essayaient d'inventer une nouvelle manière de tuer massivement. C'est à ce moment-là qu'ils ont construit le camp de Chelmno dès l'automne. Il s'agissait d'un camp prototype. Est-ce que ça allait marcher? Personne n'avait utilisé cette nouvelle technique, il fallait la tester. Organisée à l'initiative de Himmler et Heydrich, la conférence de Wannsee réunit dans une villa de la banlieue de Berlin 15 hauts responsables du Troisième Reich pour débattre de l'organisation de la solution finale de la question juive. La déportation des Juifs allemands a commencé. Le massacre des Juifs se poursuit en URSS, Chelmno est en activité et les autres centres de mise à mort sont en préparation. La conférence de Wannsee s'est tenue en janvier 1942. Or, on avait déjà assassiné près d'1 million de Juifs en Union soviétique. Dire qu'à Wannsee, on aurait décidé d'exterminer les Juifs, c'est tout simplement ridicule. Quand il a fallu décider de la manière de traiter la question des Juifs d'Europe de l'Ouest, comment faire pour les rassembler, les mettre dans des trains, puis les envoyer dans les camps de la mort, il n'y avait qu'un spécialiste capable de faire ça, Adolf Eichmann. Et Heydrich l'a chargé de cette mission. Eichmann a présenté à Heydrich un recensement complet des Juifs dans chaque pays d'Europe, y compris ceux qui n'étaient pas sous occupation allemande, comme la Suisse, la Finlande ou la Grande-Bretagne. Ils étaient certains de gagner la guerre et comptaient déporter les Juifs de tous ces pays. Entre janvier et juin 1942,
on achève la construction des camps d'extermination. Treblinka, Sobibor et Belzec sont des camps très petits comparés à Auschwitz, même si Auschwitz avait aussi un camp d'extermination. Auschwitz était beaucoup plus complexe, parce qu'il était composé de 3 camps. Une prison, un camp de la mort, Birkenau, et différents camps de travail appelés Buna Monowitz. Auschwitz fut désigné comme le camp qui devait recevoir les déportés en provenance de l'ouest et du sud de l'Europe, en raison de ses liaisons ferroviaires. Le lieu avait des voies de chemin de fer reliées avec différents endroits. Ainsi, la plupart des Juifs français, des Juifs néerlandais, des Juifs belges et quasiment la totalité des Juifs de Hongrie allaient être envoyés à Auschwitz. Au début, c'était dans 2 maisons du village qui appartenaient à des paysans polonais que les chambres à gaz furent créées d'une manière très simple, en installant une porte étanche. Ils les ont testés avec ce qu'ils avaient à leur disposition, un insecticide pour exterminer les parasites, le Zyklon B. Chaque camp avait sa propre technologie. À Chelmno, on utilisait majoritairement ces camions à gaz. À Treblinka, Belzec et Sobibor, on utilisait les gaz d'échappement des moteurs pour tuer les gens dans des chambres à gaz fixes. À Auschwitz, on utilisait le gaz Zyklon B. À partir de début 1942, de grandes chambres à gaz et des crématoires furent construits à Auschwitz. L'extermination des Juifs allait pouvoir y commencer. La notion d'évacuation vers l'Est n'est plus qu'une formule pour camoufler le meurtre immédiat. Peu après la conférence de Wannsee, Eichmann écrivait « La question juive dans son ensemble n'est plus qu'une question de transport. Une fois le camp d'Auschwitz opérationnel, les Juifs d'Europe y seront déportés par voie ferrée pour y être assassinés. » Quand ils ont vu que Belzec fonctionnait, ils ont mis en route le 2e et le 3e camp de l'opération Reinhardt, Sobibor et Treblinka. Les déportations pouvaient commencer sur tout le territoire. L'assaut sur chaque ghetto, ville après ville, allait devenir systématique. À Sobibor, quand les trains arrivaient de nuit, on déchargeait les Juifs qui étaient morts pendant le transport et on laissait les autres dans les wagons, parfois plus de 2500 déportés, jusqu'au matin. À l'aube, ils se déshabillaient et étaient conduits directement aux chambres à gaz. Les Allemands faisaient courir des oies pour que leurs cris couvrent ceux des détenus en train de mourir. En 1942, les ghettos furent liquidés, vidés, dès que l'infrastructure des camps de la mort fut prête pour la destruction des Juifs. Les Juifs de Grèce, des Balkans, de Hollande, de France, de Belgique sont déportés vers Auschwitz. Tous les camps fonctionnent. Chelmno, Majdanek, Belzec, Sobibor, Treblinka et Auschwitz-Birkenau. Dans ce dernier, la mise en service de nouvelles installations va bientôt permettre un meilleur rendement de la machine de mort. Lorsque je reçus l'ordre d'organiser l'extermination à Auschwitz, je me rendis à Treblinka pour voir comment s'effectuaient les opérations d'extermination. Le commandant me dit qu'il avait fait disparaître 80 000 détenus en 6 mois. Ces méthodes ne me parurent pas très efficaces. Nos chambres à gaz pouvaient contenir 2000 personnes à la fois, alors qu'à Treblinka, elles n'en contenaient chacune que 200. Auschwitz était le centre de ce que j'appelle la métropole de la Grande Mort, de tout cet empire destiné à changer le cours de l'histoire de l'humanité. Une nouvelle stratégie apparaît à Auschwitz au milieu de l'année 1942. Ce ne sont plus uniquement les Juifs polonais qui sont tués dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. On y inclut aussi des convois de Juifs arrivant de différents pays, principalement d'Europe occidentale et du Sud. C'est le début de la déportation systématique et à grande échelle de tous les Juifs vers ce camp. Les nazis décident donc d'accroître la capacité des chambres à gaz de Birkenau, où sont assassinés les déportés juifs, et aussi la capacité des fours crématoires spécialement construits pour brûler les corps. On passe à une dimension véritablement industrielle à l'été 42, quand Himmler donne son accord pour la construction des 4 usines de mort à Birkenau, destinées surtout aux Juifs d'Europe de l'Ouest et non aux Juifs polonais. Si les camps de l'opération Reinhardt tuaient les Juifs des ghettos polonais, Auschwitz devait éliminer les Juifs des autres pays. On voyait à quelques dizaines de mètres de nous
Les transports qui arrivaient de tous les pays d'Europe, les sélections, et à quelques mètres, 300 ou 400 mètres, les crématoires. Les gens avançaient en de longues files, puis ils étaient avalés à l'intérieur et ressortaient sous forme de fumée. J'ai demandé aux adultes, combien de Juifs y a-t-il en France? Combien de Juifs y a-t-il en Norvège? Et combien en Italie? Et je voyais une communauté après l'autre, une diaspora après une autre diaspora être avalée et disparaître. Ce soir-là, on nous tatoua sur le bras nos numéros de détenus et on nous affecta aux Sonderkommando. Mon travail consistait au transport des cadavres de la chambre à gaz. Quelques-uns, à même le sol, étaient encore en vie. Visiblement, la lutte contre la mort avait été terrible. Des femmes y avaient accouché. Lorsque la chambre à gaz était trop remplie, on jetait des enfants par-dessus la tête de ceux qui s'y trouvaient déjà. Du fait de la compression, d'autres victimes étaient tuées par piétinement. L'évacuation de 3000 cadavres prenait environ 6 heures. Il en fut ainsi pendant 8 jours. Quelques-uns d'entre nous se sont jetés eux-mêmes dans le feu parce qu'ils n'en pouvaient plus. Chers découvreurs de ces écrits, ce n'est qu'une part infime de cet enfer qu'est Auschwitz-Birkenau. Je me tiens près d'un groupe de femmes, elles savent tout, comprennent tout, qu'ici ce ne sont pas des douches, que cette salle est l'antichambre de la mort. Chacune veut savoir si son mari, son père, son frère est toujours en vie, ou si leur corps traîne quelque part, si les flammes le consument déjà et qu'il n'en reste plus rien. Nous restons tous pétrifiés, incapables de leur dire un mot. Plus d'une fois, tu revois une connaissance avec qui tu as passé quelque temps. On doit durcir son cœur, étouffer toute sensibilité. Bientôt de toutes ces vies, il ne restera plus aucune trace, effacée, comme si elle n'était jamais née. Les Juifs, qui depuis le 22 juin 1941 étaient tués par centaines de milliers, l'étaient maintenant par millions. Et à Auschwitz, dépassant Treblinka, est devenu le plus meurtrier de tous les camps de la mort. Auschwitz est devenu Auschwitz, avec toutes les horreurs attachées à ce nom. Jour après jour, les trains se sont succédés. Alors que le débarquement avait déjà eu lieu sur les plages de Normandie, les nazis parachevaient leur œuvre de haine et envoyaient à la mort près d'1 demi-million d'hommes, femmes et enfants. Pour nous qui savions impuissants ce qui les attendait, c'était une vision d'horreur. Mais ce qui nous hantait par-dessus tout, c'est que non seulement nous allions, dans l'indifférence des nations, être tous anéantis, mais c'est qu'il ne resterait aucune trace de notre extermination.